bougeant parce que c'est un petit peu... Voilà. Bon, vraiment voulu pouvoir. On s'est dit déjà bonjour à plusieurs, mais bienvenue au tout dernier arrivé. Bienvenue à tous ceux qui sont là, qui ont souvent participé pour la plupart à l'Assemblée générale. Et maintenant, on va démarrer les rencontres 2024. Si vous pouvez couper vos micros, je pense que ça serait plus sûr. Et vous les reprendrez, bien sûr, pour les échanges que nous aurons à la fin de la conférence. Alors, les rencontres d'Alcor. Il faudrait couper, oui, pas seulement les micros, il faut couper l'image, couper votre vidéo parce que nous allons enregistrer. Et donc, il faudrait que vous coupiez votre vidéo, s'il vous plaît. Et vous pourrez ensuite, au moment des échanges, bien sûr, vous pourrez remettre votre vidéo si vous voulez échanger, vidéo et micro. Merci. Donc, les rencontres d'Alcor 2024 sont placées sous le signe de l'unité. Avec ce titre, vous avez eu le temps de vous imprégner, l'unité, valeur essentielle de l'âme. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à choisir ce thème? D'abord, bien sûr, l'objectif d'Alcor, qui est de contribuer à la reconnaissance de l'âme dans toutes ses formes, dans toutes ses expressions. L'âme spirituelle et bien sûr, qui vont être abordées aussi, le corps éthérique. Et l'unité, eh bien, l'unité est au cœur de toutes nos réflexions, notamment sur nos réflexions, quelles sont les valeurs essentielles pour construire le monde de demain. On va démarrer ces rencontres par une conférence qui va être donnée par Alice Boinin-Schneider et par Marie-Agnès Frémont. Et le titre est « L'unité en manifestation ». Et bien sûr, comme on vous l'a dit, à l'issue de cette conférence, et comme on fait toujours, et avant l'heure du déjeuner, on aura nos échanges, nos questions ouverts à tous, ici en présentiel ou en Zoom. Voilà, bonne conférence. Merci. Bien, on changera de chaise. Oui. Une seconde. Voilà. Voilà. Bien. Ça va? Ça va, Christian? Parfait. Bien. Donc, Alice et moi allons commencer par cette première conférence qui a pour titre L'unité en manifestation. Alors, pourquoi cette conférence? En réfléchissant sur l'unité, bien sûr, ce qui nous est apparu évident, c'est que cette unité qui pourtant est un fait, ne paraît pas, comment dire, c'est comme si notre humanité n'en était pas véritablement consciente. Nous pourrions dire notre monde souffre cruellement de séparativité, alors que l'unité est un fait. L'unité, nous l'avons dit, c'est la valeur essentielle de l'âme. Et la valeur essentielle de l'âme, pas seulement l'âme humaine, mais nous allons le voir, l'âme universelle, l'âme dans tous ses niveaux. L'objectif de cette conférence, c'est de mieux nous imprégner de cette unité qui sous-tend le monde et voir comment réfléchir sur quel est le travail à faire pour déchirer le voile de séparativité qui aveugle l'humanité.
Première question, tout d'abord, qu'est-ce que l'âme? Vous pourriez dire quelle drôle de question. Eh bien, l'âme n'est pas du tout facile à définir. Pour nous, êtres humains, vivre l'énergie de l'âme peut être une aspiration. Et c'est effectivement euh, une, euh, pour chacun de nous, ce à quoi nous aspirons, ou en tout cas être le plus près possible du contact avec notre âme. C'est aussi une expérience spirituelle, mais dans ce cas-là, il est bien difficile de le partager puisque toute expérience spirituelle est intime. Et cette expérience spirituelle qui implique un état de sérénité, un état de conscience de plénitude, qui amène à un nouveau plan de conscience, c'est un état dont les mystiques ont témoigné au cours des siècles, mais outre les témoignages, c'est bien difficile à partager puisque justement c'est une expérience exclusivement intérieure. Indépendamment de l'expérience spirituelle humaine qui reste donc intime à chacun, comment pouvons-nous au moins essayer de nous la représenter? Dans nos méditations, nous la visualisons comme une lumière au-dessus de nous, à l'intérieur de nous, qui fait l'aller-retour entre au-dessus et à l'intérieur de nous. Et nous pourrions parfois être tentés que l'âme est l'apanage du seul être humain. Et pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, nous allons essayer de nous représenter l'âme dans tous ses états, l'âme macrocosmique, l'âme microcosmique, universelle et bien sûr aussi humaine. Alors, nous allons nous appuyer pour ce faire, nous allons nous appuyer sur ce que nous ont dit les enseignements de la sagesse immémoriale et on nous présente l'âme comme une grande médiatrice. On nous dit elle est l'entité qui vient à l'existence quand l'aspect spirituel et l'aspect matériel entrent en rapport l'un avec l'autre. Donc, elle est donc le fruit de l'union, le fruit de la rencontre entre l'esprit et la matière. Ce qui veut dire qu'elle n'est ni esprit ni matière, mais qu'elle est constamment le rapport entre les deux. Elle est la grande médiatrice entre l'esprit et la matière, c'est le principe intermédiaire, elle est le lien constamment entre la vie universelle et la forme matérielle. Autre grande caractéristique de l'âme, l'âme est force d'attraction. Elle est force d'attraction et elle maintient indéfectiblement l'attraction entre l'esprit et la matière. Vous percevez cette double flèche sur le diaporama nous montre comme son écartèlement entre l'esprit et la matière, où sans cesse elle maintient l'attraction, comme si elle disait à l'esprit n'oublie pas la matière et à la matière n'oublie pas l'esprit. Hein. Et donc elle maintient l'attraction entre l'esprit et la matière afin que la vie puisse se manifester et s'exprimer par les formes qui vont être créées par les soins de l'âme, justement. Donc, elle est la force d'attraction de l'univers et avec cette force d'attraction, elle lie toutes les formes entre elles et aussi elle assure la cohésion à l'intérieur des formes elles-mêmes. Donc, elle construit la forme et assure sa cohésion. Là, schéma, donc, elle est en rapport avec le dessin et en réponse au dessin, en réponse à la vie, elle agit sur la matière. Elle attire, elle rassemble, elle fait la cohésion, elle force ainsi la matière informe à prendre certaines formes, à répondre à certaines vibrations. Fait donc émerger les formes de la matière informe et c'est important de percevoir que l'âme est vibration. Et c'est
par sa vibration, par son énergie d'attraction et par sa vibration, que ainsi sont créées les planètes et tous les règnes de la nature, règne minéral, règne végétal, règne animal et bien sûr règne humain. Autre grande caractéristique de l'âme est également qualité et sensibilité. Elle est l'identité intérieure de chaque forme par sa qualité et par la sensibilité par sa qualité et sa sensibilité dont elle imprègne chaque forme. Donc, l'âme donne à chaque forme son identité et sa sensibilité spécifique. Et essayons de retenir que les qualités, vibrations et couleurs sont dans tous les règnes les caractéristiques des qualités de l'âme. Enfin, tout cela exprime la qualité de l'âme. Alors, dans le règne minéral, elle est la caractéristique subtile qui distingue un élément d'un autre, un minéral d'un autre. Hein. Elle donne son identité à chaque minéral. C'est vraiment important. Hein. L'âme est au cœur de chaque forme à qui elle donne son identité et sa sensibilité. Dans le règne végétal, elle donne la capacité de réagir aux rayons du soleil et de produire l'éclosion d'une fleur en bouton. Elle est aussi, par l'identité qu'elle donne à chaque forme, elle fait que c'est une rose qui va éclore et non pas du cresson ou bien un chou-fleur, qui seraient tout aussi légitimes, qui sont bien sûr tout aussi légitimes à éclore. Dans le règne animal, elle produit les distinctions entre les espèces hein, et toutes les espèces. Et dans le règne humain, elle rend l'être humain conscient de son milieu, par sa sensibilité, conscient de son milieu, conscient de son groupe. Elle rend un homme différent dans son aspect, sa nature, son caractère, sa vibration intérieure. L'âme est bien sûr également conscience qui pousse à évoluer. Dans tout l'univers, elle est porteuse du plan évolutif qui relie esprit et matière. Et vous percevez à nouveau sur ce diagramme que l'âme, conscience, est tiraillée, elle est le résultat, cette conscience qui s'expand, cette conscience qui est là et qui va s'expandre, est constamment le résultat de l'action réciproque des paires opposés, esprit et matière, et le résultat de ce tiraillement entre la vie et la forme, et en même temps, elle s'imprègne de ce qui vient de part et d'autre, de l'esprit et de la matière. L'âme se manifeste donc comme une réaction consciente à la matière d'une part et à l'esprit d'autre part. Dans toutes les formes, elle est la conscience qui attire ou repousse, réagit à l'environnement et toujours maintient un état constant d'activité vibratoire. Et puisqu'elle est en lien avec le dessin et avec le plan, en amenant la forme à l'existence, elle la rend capable de croître et d'avancer sur le sentier d'évolution d'un règne à l'autre. Par exemple, l'âme pousse l'être humain à découvrir sa dualité entre son âme animale et son âme divine, jusqu'à devenir un être humain spiritualisé. Et c'est bien notre lot d'être humain d'être tiraillé dans notre conscience sans cesse entre notre âme divine, notre âme spirituelle et la petite part de l'âme animale en nous. L'âme est unité, nous ne cessons de le dire. Elle est unité, elle est conscience unifiée et néanmoins, elle est conscience différenciée. Bien qu'elle constitue une unité, l'âme est limitée dans son expression par la nature et la qualité de la forme où elle se trouve. Ce qui veut dire qu'elle va s'adapter aux limitations de la forme à travers laquelle elle est obligée d'agir.
et elle différencie son impact en fonction de la matière qu'il accueille. Par conséquent, il existe des formes très sensibles et très expressives de l'âme. L'être humain peut en faire partie, l'être humain en fait partie, et d'autres qui, à cause de leur densité, ne peuvent ne peuvent pas reconnaître ces aspects supérieurs et ne peuvent exprimer que sa vibration, son ton et sa couleur les plus bas. Dans l'univers, l'âme se manifeste donc par des états de conscience différenciés. Nous allons essayer de les énumérer. Tout d'abord, la conscience de la matière même. C'est la conscience de l'atome, de la molécule et de la cellule. Elle existe dans toutes les formes construites et ainsi sont obtenues toutes les formes du système solaire, d'une planète et de tout ce qui s'y trouve. C'est aussi la conscience intelligente et sensible manifestée par le règne minéral et par le règne végétal. C'est également la conscience animale qui rend l'animal capable d'aimer son maître, si c'est un animal domestique, ou de chasser sa proie et de suivre ses instincts. Et c'est aussi bien sûr la conscience humaine ou conscience de soi. Donc ce terme de conscience de soi minuscule, du petit soi, s'applique d'abord à la conscience individuelle de l'homme, qui dans ses premiers stades est plus animale que divine. C'est cela notre lot d'être humain, d'avoir une partie matière, une partie plus animale et une partie divine. Et donc, cette conscience devient ensuite progressivement plus proprement humaine, fluctuant entre ce qui est appelé le soi inférieur et l'homme spirituel, faisant du règne humain un vaste champ de bataille entre l'attraction de l'esprit et la séduction de la matière. C'est aussi la conscience de groupe, quand l'être transcende sa conscience individuelle, et encore bien au-delà, c'est la conscience de la vie du groupe planétaire qui caractérise les maîtres. Un tout petit mot encore sur l'âme du monde, dont on entend parfois parler, l'âme du monde, l'anima mundi. Et on nous dit que l'anima mundi, mot à mot l'âme du monde, est la base de la fraternité et de l'unité. Elle est ce qui forme le fond du réseau de vie. Elle est le facteur sensible de la substance même. Donc, elle est le facteur sensible des atomes, de la substance la plus basse. Elle est la sensibilité unifiée et le pouvoir de réagir de la matière dans l'univers entier. Elle est la faculté sensible innée en toute forme, de l'atome du physicien à la planète et au système solaire. Et pour nous aider à comprendre et à nous représenter cet anima mundi, cette âme du monde, le maître des cas prend la métaphore de l'organisme humain. Et je vous reprends ici sa citation. Il dit: comme le foie, le cœur, les poumons, l'estomac et les autres organes du corps ont une existence et des fonctions séparées, tout en étant unis et reliés par le système nerveux du corps entier, de même, dans le monde, les règnes de la nature ont une existence et des fonctions propres. Ils sont cependant reliés et coordonnés par un vaste et complexe système nerveux sensoriel, appelé parfois l'âme universelle, l'anima mundi, la conscience sous-jacente à toutes les choses créées. Ceci est extrait du traité sur la magie blanche. Mais comment l'âme si subtile peut-elle agir sur la matière si dense et informe? Elle a pour cela besoin d'un intermédiaire, et cet intermédiaire qu'Alice va vous décrire, c'est le corps éthérique qui est son agent jusque dans la matière. Je peux rester là.
Donc, tout ce qui existe dans l'univers manifesté, qu'il s'agisse du monde solaire, planétaire ou différents règnes de la nature, possède une forme énergétique, subtile et intangible, qui contrôle, gouverne et qualifie et conditionne le corps physique extérieur. C'est le corps éthérique. Partout, ce corps est le trait d'union entre esprit et matière. C'est lui qui transmet la vie et la qualité de l'âme jusque dans la matière. Il est l'unité manifestée. Et donc, on peut dire que l'unité est la qualité essentielle de l'univers. Que tout l'univers est constitué de cette énergie et que toute idée de séparation, d'isolement, est une illusion. Dans tous les aspects de la vie manifestée, dans tous les règnes de la nature, on peut constater qu'ils sont intimement reliés entre eux par les corps éthériques et que toute forme existe à l'intérieur d'autres formes jusqu'à la plus grande forme universelle qui est l'espace lui-même, qui tient tout et et dont tous les corps éthériques font partie intégrante. Il existe depuis des millénaires cette œuvre d'art chinoise. Ce sont des boules à l'intérieur d'autres boules. En général, elles sont faites en ivoire et ça représente bien comment toutes les parties de l'univers s'imbriquent les unes dans les autres. Et l'espace lui-même, la plus grande forme, est lui-même une grande entité animée par une grande vie. Et cette vie est la vie qui se manifeste dans toutes les formes qui existent dans les temps et dans l'espace. Et chaque forme est un centre de vie dans ce corps de l'entité espace. À l'intérieur de chaque forme, il existe un point de vie dynamique. Et c'est ce point qui donne la vie à la forme. Et il rayonne sous forme de conscience. C'est cet intermédiaire que nous avons vu avant, la conscience, et qui va définir la forme de cette entité-là qui s'est incarnée. Et le fait que chaque forme est une conscience crée le magnétisme, l'attraction, le rayonnement et la capacité de transmettre et d'interagir avec d'autres formes. On peut prendre l'exemple du système solaire. J'ai trouvé cette image très belle parce qu'elle prend non seulement les planètes, mais toutes les ceintures autour du système solaire et qui ressemble beaucoup à la forme d'un corps éthérique finalement. Le système solaire est une forme vivante dans l'espace avec un centre de vie, le Soleil, avec un rayonnement et avec des interactions avec les énergies cosmiques environnantes, avec les autres étoiles et les autres constellations. Et à l'intérieur du système solaire, on voit d'autres formes qui apparaissent, les planètes. Et chaque planète constitue aussi une entité avec sa propre vie, ses propres qualités et sa propre contribution à l'ensemble du système. Et maintenant, si on descend à une planète en particulier, notre planète, à nouveau, on voit qu'elle est un être vivant qui constitue une seule entité. Ça, même la science avait lancé l'hypothèse Gaïa, où on disait que la Terre était une entité. C'est ce que la science ésotérique dit aussi. La vie qui intègre la planète
et qui pénètre toutes les formes qui existent sur la planète, est une entité qu'on appelle le logos planétaire. Et sur la Terre, chaque être humain est lui aussi un centre de vie, doté d'une conscience, exprimant des qualités qui lui sont propres et entrant en relation avec les autres centres de vie que sont les autres êtres humains. Et qu'est-ce que le corps éthérique fait pour relier tous ces centres de vie? C'est lui qui permet à l'unité de se manifester partout dans l'univers. Un jour, le maître tibétain nous dit dans psychologie ésotérique qu'un jour la science découvrira qu'il n'y a qu'une seule substance présente en nature et un degré de densité et d'activité vibratoire varié, et que cette substance est poussée à l'action par le dessein récent exprimant une divine intention. Donc, derrière toute forme, derrière toute entité, il y a une vie qui exprime une volonté, une intention. Les traditions spirituelles du monde nous parlent d'une grande entité, l'éther. Et c'est de cet élément que sortent les 4 autres éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. On l'appelle aussi la quintessence, la 5e essence, celle qui assure la cohésion. De nos jours, la physique quantique a réinventé l'éther en lui donnant un autre nom, c'est celui d'énergie quantique du point zéro. C'est l'énergie du champ électromagnétique qui subsiste lorsque la température descend au zéro absolu et qui produit une mer fourmillante de particules éphémères et en partie virtuelles. Cette énergie du vide est appelée en cosmologie aussi l'énergie sombre ou énergie noire parce qu'on n'arrive pas à la saisir. Et en fait, la matière que nous connaissons, elle représenterait uniquement environ 5% de toute la matière de l'univers. Tout le reste, c'est de l'énergie sombre ou de la matière noire que nous ne pouvons pas définir. Donc, la science a étudié pendant longtemps la structure des formes et leur développement au cours de leur évolution, mais le problème de la vie échappe encore aux plus grands savants. Et tant que la compréhension du réseau vivant ou corps vital sous-jacent à toute forme et reliant toutes ses parties n'a pas été atteinte, le problème demeurera sans solution. Le problème, qu'est-ce que la vie? Et c'est pourquoi une des obligations principales des étudiants de l'occultisme aujourd'hui, que nous sommes tous, est d'affirmer l'existence du corps éthérique. Cette compréhension du corps éthérique, cette acceptation par l'humanité, nous permettra de résoudre de nombreux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. L'énergie éthérique est inépuisable, elle est porteuse de vitalité, elle n'est pas simplement renouvelable et durable. On a vu dans le siècle passé les travaux de Nikola Tesla et de Schauberger qui ont essayé de démontrer l'existence de cette énergie et comment l'utiliser pour faire du travail, pour faire marcher des machines et tout le reste. En outre, cette énergie, elle est abondante parce qu'elle est partout, elle est disponible partout. Il n'y aurait plus de manque d'énergie. Elle est une énergie qui est vitale,
elle guérit, elle rétablit la santé, puisqu'elle provient de l'âme et de la vie. Et c'est aussi, on pourrait dire, une énergie qui apportera la paix parce qu'elle permet de comprendre l'unité sous-jacente de tous les êtres. Donc, quand nous comprendrons que nous sommes tous unis, nous aurons plus de compréhension et plus de tolérance envers les autres, envers les différences. Alors, la reconnaissance du corps éthérique est étroitement liée à celle de l'âme, car le corps éthérique est une manifestation de l'âme, comme l'a dit Marie-Agnès avant. Il est le grand symbole de l'âme qui éclaire et anime la matière. On peut dire qu'il établit une unité entre l'homme et le ciel, qu'il est l'arbre de vie dans notre existence. Il est la correspondance physique de la lumière intérieure que nous appelons le corps spirituel ou bol d'or. Et il se développe à partir de 3 grands fils dont l'ensemble est parfois appelé la corde d'argent, qui sortent de mondes intérieurs et spirituels et s'ancrent dans notre corps physique, éthérique, et transmettent l'énergie de la vie et de l'âme jusqu'à notre corps dense. Donc le fil de vie s'insère dans le cœur, le fil de conscience s'insère dans le cerveau, qui est le récepteur des états de conscience émotionnels, mentaux et spirituels. Et le fil de créativité s'insère dans la gorge, le centre d'expression de soi, de la créativité psychique et spirituelle. Ensuite, ces grands fils d'énergie s'organisent en tout un réseau de fins tubules constitués de prana et qui portent l'énergie que l'on transmet, donc que ce soit une énergie émotionnelle, mentale, spirituelle. C'est cette énergie sur laquelle nous nous focalisons. Ces tubules, ces canaux, qu'en sanskrit sont appelés nadis, épousent la forme du corps dense. Ils sont à la fois extérieurs au corps dense et nous donnent une forme subtile et ils interpénètrent intimement notre corps dense, à peu près comme c'est exprimé dans cette image. Le contour en blanc serait le corps physique éthérique et le contour en gris, c'est le corps physique dense. Et dans notre corps dense, c'est le système nerveux qui est la contrepartie de ces nadis éthériques, parce que ce sont les nerfs qui transmettent cette énergie de conscience dans notre système. C'est comme s'ils étaient la densification, la précipitation des nadis éthériques. Ils transmettent les différents états de conscience à nos systèmes nerveux et autonomes. Et c'est ainsi que la conscience circule entre les niveaux subtils, donc l'émotionnel, le mental, le spirituel, et le corps dense avec le cerveau et le système nerveux. Et là où beaucoup de chakras, beaucoup de nadis s'entrecroisent dans notre corps, on a un centre énergétique qu'on appelle un chakra, qui est comme un grand entonnoir qui capte, transmet l'énergie. Et il en existe 7 chakras dans notre corps éthérique et ils répondent aux énergies des 7 rayons. Et à chacun de ces chakras correspond une glande endocrine. L'énergie qui afflue dans le centre stimule la glande endocrine correspondante qui fabrique l'hormone qui lui est associée. L'hormone est alors déversée dans le système sanguin et transporte l'information de vie et de conscience dans tous les corps.
Et c'est ainsi que le cœur et les systèmes sanguins véhiculent l'énergie de vie, d'où l'expression le sang et la vie. Donc on a le centre coronal qui correspond à l'épiphyse dans le cerveau, les centres frontales qui correspondent à l'hypophyse, le centre laryngé à la thyroïde, le centre cardiaque au thymus, le centre solaire au pancréas, le centre sacré aux organes génitaux et le centre basal au surrénal. Alors, à l'échelle supérieure, comme nous avons vu, les formes sont toutes les unes dans les autres. Notre logos planétaire est aussi une entité qui a 7 chakras, 7 centres d'énergie, dont 3 sont particulièrement importants et actifs. D'abord, le centre coronal du logos, qu'on appelle Shambhala, c'est de là qu'émane la pensée du logos, le dessin évolutif de notre planète et aussi en rapport avec le cosmos. Et c'est par ce centre que l'essence de vie est diffusée à toutes les cellules de son grand corps. Puis on a un centre du cœur de l'entité, c'est ce royaume, ce groupe d'âmes qu'on appelle la hiérarchie spirituelle. C'est l'amour du logos, l'énergie d'attraction. Et finalement, on a un centre qui est appelé un jour à démontrer une intelligence divine et une créativité spirituelle, c'est l'humanité. Une citation d'un rayon initiation au sujet des centres du logos planétaire. Un jour, nous aurons une libre circulation, un véritable tourbillon de force qui s'établira entre les 3 centres. Leur activité croissante de radiation s'exercera dans les 2 sens autour des 3 centres et entrera finalement en contact avec les radiations émanant des 4 autres centres de vie planétaires, complétant ainsi l'influence et la relation réciproque entre la totalité des 7 centres. Donc notre logos planétaire, il a 7 centres, comme nous, en tant qu'individus, mais les centres de la gorge, il n'est pas tout à fait actif encore. L'humanité, elle doit encore faire beaucoup de travail pour activer cette 3e qualité divine dans le logos planétaire. Et quand ce sera fait, les logos planétaires rayonnera comme un maître de sagesse rayonne. Et finalement, un autre aspect du corps éthérique planétaire est qu'il existe 5 voies d'accès de la force spirituelle dans la planète. Et ces voies d'accès d'ancrage d'énergie, il y en a 5 qui sont actifs déjà. Et un signe de leur activité, c'est que dans ces lieux se développe une ville, un centre d'humanité. L'humanité est comme attirée par ces énergies qui affluent. Donc, on a le centre de Londres, le centre de Darjeeling, en Inde, le centre de New York, le centre de Genève, le centre de Tokyo. Et comme il y en a 7, les 2 autres qu'on nous dit, ils ne sont pas encore actifs. Donc, on ignore où ils sont. On sait qu'un est en Afrique et que l'autre est en Australie et Nouvelle-Zélande. Bien. Je vais donc continuer avec une 3e partie dans cette conférence. Nous avons vu en première partie de cette conférence sur l'unité en manifestation que l'âme est unité.
Elle est unité, elle est attraction, elle est conscience, elle est âme du monde qui relie tout. Alice vient d'exposer comment le corps éthérique, qui est l'agent de l'âme, construit les formes et fait l'unité dans toutes les formes et surtout relie absolument toutes les formes entre elles. Nous venons de voir que le corps éthérique de chaque forme de la nature fait partie intégrante de la forme substantielle de la vie une, hein, et que nous faisons partie intégrante du corps de la grande vie incarnée sur notre planète, le logos planétaire qui est appelé Melchizedek dans la Bible, Sanat Kumara selon la tradition védique. Le corps éthérique donc de notre logos planétaire qui fait partie de la grande vie incarnée. Pardon, c'est nous notre corps éthérique fait partie intégrante du corps éthérique de la grande vie incarnée sur notre planète, le logos planétaire. Et le corps éthérique de notre logos est lui-même constitué de myriades de courants d'énergie qui sont organisés en centres énergétiques, tout comme le corps de l'être humain, comme vient de vous le décrire Alice. Et là, cette troisième partie dit l'humanité, c'est à l'humanité qu'incombe la responsabilité d'incarner l'unité. Sur ce schéma que Alice vous a montré tout à l'heure, nous avons la relation entre les trois grands centres principaux du logos planétaire. Shambhala, son centre coronal, hein, d'où émane le dessin. La hiérarchie, son centre cardiaque, hein, le royaume des âmes, le royaume de l'amour. Et l'humanité, qui est le centre largé, qui doit exprimer son intelligence active et dont le travail est de manifester le dessin. Autrement dit, dans ce grand triangle, rien ne peut se faire, le dessin ne peut pas se réaliser sans la coopération et sans le travail actif de l'humanité. Et c'est le corps qui est le vecteur essentiel de cette transmission, puisque nous pourrions nous dire, OK, mais comment est-ce que nous, petite humanité, nous le percevons, ce dessin? Comment est-ce que les idées du dessin peuvent parvenir jusqu'à nous? Eh bien, c'est le corps éthérique qui est le vecteur essentiel. C'est par lui que circule la pensée du logos, qui nous est, nous est transmise. On nous dit qu'elle nous est transmise via le mental supérieur, dans ce que l'on appelle le nuage de pluie des choses connaissables. Donc, c'est par lui, c'est par le corps éthérique que circule la pensée du logos, et c'est ainsi que le dessin et le plan hiérarchique parviennent progressivement jusqu'à la manifestation. Et c'est aussi par le corps éthérique que circule la masse des idées qui constituent l'opinion publique. Donc nous avons cette grande descente des idées, cette grande descente de l'énergie qui ne peut parvenir jusqu'à nous que via le corps éthérique, hein, qui donc transmet cette énergie jusque dans la matière et, comme vous l'a dit Alice, qui est porteur des différents niveaux de conscience. Alors, dans ce petit schéma, nous voyons la hiérarchie qui est en rapport avec Shambhala et avec le dessin. Donc, c'est la hiérarchie qui capte le dessin. Elle l'organise en plan en fonction de ce que l'humanité est potentiellement capable de manifester selon l'évolution de sa conscience à un moment donné ou dans une ère donnée. Et c'est ensuite à l'humanité, en fonction de son niveau de conscience, de capter les idées transmises par la hiérarchie, de les mettre en forme et de les adapter aux contraintes de la matière et d'aller ainsi jusqu'à leur manifestation. Et tout ceci est possible
car les idées circulent sur le corps éthérique planétaire et sur le corps éthérique humain, car corps éthérique planétaire et corps éthérique humain sont interreliés. Et ce mode de communication qui se passe de langage s'appelle la télépathie. Et la télépathie, nous dit-on, est notre future science de la communication. Je crois que le maître Tualkul nous dit même qu'à un moment donné, nous n'aurons plus besoin de livres. Bon, nous n'y sommes pas encore, nous sommes déjà sur des formes beaucoup plus subtiles, mais encore au-delà, à un moment donné, nous n'aurons plus besoin de livres. Bon, moi, je suis un peu nostalgique quand même, hein, je ne suis pas prête à me passer des livres, mais bon. Alors, cette future science, comprendre cette future science de la télépathie nécessite de mieux comprendre le rôle du corps éthérique, qui est le véhicule de tous les sentiments et donc de toutes les pensées, puisqu'ils descendent via le corps éthérique. Tout à l'heure, Alice vous a montré tous les différents niveaux qui constituent la structure énergétique de l'être humain, ses niveaux spirituels, son niveau mental, son niveau émotionnel, et puis ensuite son niveau physique, son niveau physique éthérique, et ensuite jusqu'à son niveau physique dense. Et donc, c'est comprendre comment circule l'énergie, ça implique ne jamais oublier que le corps éthérique est le véhicule de nos sentiments et de nos pensées, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire les pensées élevées et aussi les pensées les plus basses et les plus brutes. Les myriades de nadis qui constituent le corps éthérique sont, c'est ce que je viens de vous dire, en relation avec l'âme, le mental et l'émotionnel. Et sur les nadis circulent donc toutes les énergies possibles, qu'elles soient émotionnelles, mentales, égoïques, bouddhiques, atmiques, selon le point d'évolution de l'être, bien sûr. Donc, la télépathie est donc cette future science de la communication, et c'est elle qui permet à la hiérarchie spirituelle de transmettre les idées évolutives aux êtres qui sont capables de les recevoir. C'est aussi elle qui permet au groupe spirituel de travailler de concert d'un bout à l'autre du monde. Nous avons parlé ce matin de ce travail avec le groupe Initiative 2025 de part et d'autre de la planète, avec objectif de développer petit à petit la télépathie. Et développer cette science est un service qui est demandé à tous les disciples du monde. Et d'ailleurs, dans nos rencontres il y a 2 ans, dans nos rencontres 2022, eh bien, nous avions un exposé du groupe des serviteurs du monde et des différents groupes semences, parmi lesquels se trouvait le groupe semences des communicateurs télépathiques, dont le travail est de développer justement la communication télépathique afin de transmettre les idées. Voilà, même plus besoin de Zoom, par télépathie. Alors bien sûr, il y a plusieurs formes de télépathie et dans ces formes les plus basses, que l'on appelle la télépathie instinctive, cette télépathie, en fait, elle nous est déjà familière. Peut-être que parfois nous ne le constatons pas, mais ce niveau le plus bas, en fait, nous l'avons en commun, nous autres êtres humains, nous l'avons en commun avec l'animal. Dans ce cas-là, ce genre de communication concerne des vibrations émanant de plexus solaire à plexus solaire. Le plexus solaire, ça correspond au centre solaire chez l'être humain, le plexus solaire chez l'animal, et c'est le centre qui capte les émotions. Il est spécialisé dans la gestion des émotions. Et le plexus solaire fonctionne chez l'animal comme un cerveau instinctif. Cette communication, cette télépathie instinctive est également une caractéristique du corps animal de l'homme, hein, de notre petite partie animale. Et dans ce cas-là, entre êtres humains, nous pouvons
fonctionner par télépathie instinctive et c'est ce que nous faisons assez spontanément, par exemple, quand nous avons le pressentiment qu'il vient d'arriver un accident à quelqu'un que nous aimons et qui se trouve même à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est simplement de la télépathie instinctive, ce qui est déjà pas mal, mais bon, les animaux aussi savent le faire. Et la télépathie instinctive fonctionne aussi entre l'animal et l'être humain. Par exemple, il est largement démontré que nos animaux de compagnie savent quand nous sommes en train de rentrer à la maison. Hein. Déjà, ils agitent la queue, voilà où ils vont à la porte pour accueillir, alors que nous ne sommes pas encore arrivés et que peut-être notre voiture est juste au coin de la rue. Hein. Et c'est aussi la télépathie animale qui se manifeste, par exemple, dans un vol d'oiseaux agissant comme une unité ou encore dans les mouvements des troupeaux d'animaux. Euh, Des travaux très intéressants ont été faits à ce sujet par un chercheur anglais en biochimie, en physiologie et en parapsychologie qui s'appelle Rupert Sheldrake. Hein. Il a développé notamment le concept de résonance morphique. En étudiant le comportement des animaux, il montre que n'importe quel élément acquis par une espèce peut se transmettre sans que les individus entrent en relation directe. Et il parle d'un principe de biointrication mondiale par une transmission de type quantique. Il précise que ce principe d'intrication considère que nous sommes tous reliés malgré les apparences. Ce qui fait que quand un groupe acquiert une nouvelle capacité, celle-ci est synchroniquement transmise aux autres membres de l'espèce. Donc, c'est ainsi qu'il a développé le concept de résonance morphique, selon lequel, lorsqu'un comportement s'est manifesté chez un individu, il devient plus facile pour les individus de la même espèce d'adopter ce même comportement par une sorte de mise en résonance sans qu'il y ait une mise en relation directe. Et il prend un exemple très, très concret et très intéressant, des mésanges bleus, la petite mésange bleue là, qui se trouve sur le diaporama. Euh, alors, il prend un exemple qui a été constaté aux États-Unis. Aux États-Unis, avant la guerre mondiale, la dernière guerre mondiale, le laitier déposait devant les portes des villas des bouteilles de lait qui étaient fermées par une capsule métallique. Et les jolies petites mésanges bleues avaient réussi à trouver la technique pour percer les capsules métalliques avec leur bec afin de boire le lait. Et cette habitude s'est propagée chez 11 espèces différentes. Bon, l'intelligence des petites mésanges s'est propagée chez 11 espèces différentes. Donc, et il est logique de penser que dans une même région, cet apprentissage s'est fait simplement par imitation. Donc, on ne peut pas y voir là de la télépathie animale. Mais dans le même temps, cette habitude s'est développée dans de nombreuses régions et dans des pays différents. Et quand on sait que la mésange ne va jamais très loin, ne va jamais très loin au-delà de quelques kilomètres au-delà de son nid, on ne peut pas dire on ne peut pas dire que ce déplacement, cette acquisition de savoir ouvrir les bouteilles de lait a pu se faire par imitation. Et donc, c'est là où Rupert Sheldrake dit ça ne peut se faire que par un concept de résonance morphique, c'est-à-dire cette capacité acquise s'est transmise à d'autres éléments qui étaient en résonance morphique avec les petites mésanges bleues qui avaient réussi à ouvrir la bouteille de lait. Et le plus extraordinaire, c'est que pendant la guerre mondiale, ces bouteilles de lait avaient pratiquement disparu. Elles ne réapparurent qu'après, en 47-48, et il est improbable que plusieurs, 5 ou 6 ou 7 années après,
Les mésanges, les petites mésanges qui avaient appris à ouvrir les capsules, bien sûr, étaient mortes, hein. Donc, on ne peut pas dire que là encore, que la transmission s'était faite directement d'individu à individu, hein. Et donc, là encore, Rupert Sheldrake en déduit que c'est par résonance morphique que cette capacité a été acquise. Et donc, si nous traduisons ces phénomènes en termes de conscience, cela veut dire que si une nouvelle qualité, si dans notre conscience, si dans la conscience animale, une nouvelle qualité est acquise, eh bien, cette qualité est transmise aux autres membres de l'espèce sans entrer en relation directe. Et nous allons pouvoir comprendre aussi ce qui se passe dans la conscience, de conscience humaine à conscience humaine. Alors, pour terminer, il y a différents niveaux de télépathie. Là, je suis restée un peu plus longtemps sur la télépathie instinctive parce qu'en fait, nous la connaissons. Mais ce qui nous est demandé, cette télépathie concerne aussi l'être humain, mais cela, je vous l'ai déjà dit. Et ce qui nous est demandé, c'est de développer la télépathie de mental à mental, hein. Non pas de plexus solaire à plexus solaire, mais de mental à mental, ce qui implique de développer notre mental et ce qui implique une polarisation mentale. C'est particulièrement cela que nous avons à développer et c'est elle qui nous permet de capter les idées qui sont évolutives pour le monde, puisque c'est elle qui nous permet d'aller capter sur le plan supérieur du mental, dans le nuage de pluie des choses connaissables, les idées qui sont là à notre disposition, hein, qui sont mises là à notre disposition par la hiérarchie des maîtres pour que nous puissions les mettre en forme et les diffuser dans l'humanité. Et il existe aussi la télépathie d'âme à âme, qui est le niveau le plus élevé possible pour l'humanité. Et tout ceci nous ramène au rôle et à la responsabilité de l'humanité pour contribuer au processus évolutif. Et je vais donc passer la parole à Alice. Oui. Donc, nous avons vu l'importance de l'humanité sur cette planète, comme partie d'une grande entité planétaire, du logos planétaire, comme centre de créativité de la planète. Donc, nous ne sommes pas là en tant qu'individus pour évoluer individuellement, mais pour contribuer au développement du monde. C'est ce que nous avions vu dans le triangle des centres planétaires. L'évolution ne peut pas se faire sans l'humanité. La planète ne peut pas évoluer plus loin avant que l'humanité n'ait rempli son rôle. Et puis l'humanité est l'âme de l'humanité est l'entité qui relie l'esprit et la matière sur la planète. Sur un niveau inférieur, elle est la médiatrice entre les règnes spirituels et les règnes subhumains, les règnes moins évolués que le règne humain. Et c'est l'unité de l'âme qui nous permet de capter les idées évolutives et de manifester le plan sur Terre. En tant que partie de cette humanité, nous sommes responsables parce que, oui, nous sommes unis à tout le reste. Nos états d'âme individuels ou de groupe circulent sur le réseau éthérique planétaire, qu'ils soient porteurs d'unité ou porteurs de séparativité. Comme nous sommes tous responsables, nous ne pouvons pas exiger des dirigeants du monde qu'ils fassent tout le travail. Nous aussi, nous devons créer l'unité dans notre famille, avec nos voisins. Tant que nous sommes concentrés sur notre conscience émotionnelle, individuelle, nous ne pouvons pas faire ce travail. Nous avons la peur, les désirs matériels individualistes ou la haine de la différence
que l'on perçoit comme dangereuses, tout ça nous empêche de créer l'unité. La psychologie des foules, par exemple, est une réaction de masse, une réaction de plexus solaire de l'humanité qui se transmettent d'un groupe à un autre. Mais heureusement, les manifestations de paix, d'accueil de la différence, de compréhension aimante, de fraternité sont aussi contagieux que que les réactions de la psychologie des foules. Ces qualités circulent dans le corps éthérique planétaire et se transmettent à toute l'humanité. Donc, nous aimerions conclure en disant que la science aujourd'hui doit développer une connaissance de l'éther, de cette substance unique qui qui vivifie et fait l'unité entre toutes les formes. Et cette connaissance permettra à l'humanité d'assumer sa responsabilité vis-à-vis des trois règnes subhumains de la nature. Et d'autre part, chacun de nous doit aussi travailler pour prendre conscience de l'unité de la famille humaine et de manifester la paix, l'accueil de la différence, la fraternité, la compréhension aimante. Chacun ainsi pourra participer à l'émergence d'une opinion publique intelligente et informée. C'est l'unité, cette valeur essentielle de l'âme qui nous fait prendre conscience de notre responsabilité humaine dans le processus d'évolution planétaire. C'est une grande et belle tâche qui nous incombe à tous, d'humanité. Merci. Merci pour cette très belle synthèse.